voudrais vous parler ce soir de philosophie. Je vous parlerai même de philosophie ancienne, parce que je crois que le message de la philosophie ancienne est très important aujourd'hui pour l'éducation de nos enfants. Mais avant de vous en parler, je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement pour cette invitation qui m'honore, qui me touche beaucoup et qui me donne l'occasion de revenir dans ce pays merveilleux qu'est le Brésil, un pays que j'adore, et dans cette ville de Porto Alegre où je suis déjà venu il y a 4 ans avec un grand bonheur. Donc merci à vous pour cette invitation et merci de me donner l'occasion de parler devant vous ce soir au fond de ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire le message de la philosophie en matière d'éducation. Je voudrais peut-être vous rassurer, je voudrais faire en sorte ce soir, c'est très ambitieux, mais c'est que même ceux qui parmi vous n'ont jamais vraiment étudié la philosophie aient une idée juste, une idée profonde de ce qu'est véritablement la philosophie et de ce qu'elle peut apporter en matière de finalité de l'éducation, d'objectif ultime de l'éducation de nos enfants. Et je voudrais, si vous le voulez bien, commencer par quelques remarques pour écarter un certain nombre de malentendus. Donc quelques petites remarques préalables, et puis ensuite je vous donnerai un exemple de grande réponse philosophique à la question des finalités de l'éducation, et plus généralement d'ailleurs de la vie humaine. Quelques remarques au préalable, donc pour éviter un certain nombre de malentendus qui pèsent à mes yeux sur ce qu'est la philosophie. Je ne sais pas exactement comment c'est chez vous au Brésil, mais chez nous en France, d'une manière générale en Europe, la plupart des professeurs de philosophie expliquent à leurs élèves que, en gros, la philosophie, c'est l'apprentissage de l'esprit critique. La philosophie, ce serait l'apprentissage de la réflexion. L'idéal de la philosophie, ce serait d'apprendre aux enfants à penser par soi-même, esprit critique, argumentation, réflexion. Voilà les mots-clés qu'on utilise toujours pour définir la philosophie dans les classes de terminale de nos établissements scolaires. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, d'entrée de jeu, c'est qu'à mes yeux, la philosophie n'a rien à voir avec cela. Bien sûr, on réfléchit en philosophie, c'est préférable. Bien sûr, on a l'esprit critique. Bien sûr, on argumente. Mais je vais vous dire, tout le monde réfléchit, tout le monde a l'esprit critique, tout le monde argumente, et tout le monde n'est pas philosophe. Est-ce que vous croyez qu'un biologiste, ça ne réfléchit pas? Est-ce que vous croyez qu'une mère de famille ou un père de famille, ça ne réfléchit pas? Est-ce que vous pensez même qu'un homme politique, ça ne réfléchit pas? Même les journalistes réfléchissent, même les journalistes ont l'esprit critique. Ça n'est pas une qualité spécifique à la philosophie. La philosophie n'a rien à voir avec ça. Elle a à voir avec tout à fait autre chose. Elle s'intéresse à une question fondamentale, depuis l'origine en Grèce jusqu'à Nietzsche et Heidegger, jusqu'à la philosophie contemporaine. La philosophie pose une question fondamentale qui est la question de la vie bonne. Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne? Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Et la grande réponse de la philosophie dès l'origine, quel que soit le philosophe grec que vous considérez, qu'il s'agisse de Platon, d'Aristote, d'Épictète, d'Épicure, peu importe, tous disent la même chose et ils le disent très clairement, et je pense que ce message reste vivant aujourd'hui. Le but de la philosophie, c'est d'aider les êtres humains à surmonter les peurs qui les empêchent de vivre bien, à surmonter les peurs qui les empêchent d'accéder à la liberté et à la sérénité. C'est ça la problématique de la philosophie, comment vaincre les peurs qui nous coincent, j'ai pas d'autre mot pour ça, qui nous referment sur nous-mêmes, qui nous empêchent à la fois d'être libres, mais aussi d'être généreux, d'être ouverts aux autres, d'aimer les autres. Comment surmonter les peurs pour parvenir à la vie bonne? Voilà la question centrale de la philosophie. Au fond,
les grandes philosophies, de Platon jusqu'à Nietzsche, les grandes philosophies sont des doctrines du salut. Comme je le disais tout à l'heure, au sens étymologique du terme, il s'agit d'aider les humains à se sauver des peurs qui les empêchent de vivre. Donc doctrine du salut, de la salvation. La seule vraie différence entre philosophie et religion, c'est que la religion, notamment la religion chrétienne, mais pas seulement, la religion nous promet qu'on peut se sauver des peurs, être sauvé des peurs, par la foi, la croyance, et par Dieu, par un autre que nous, par la foi et par Dieu. Donc par un autre, avec un grand A. Alors que la philosophie est très prétentieuse, la philosophie est très arrogante. Elle nous dit qu'on peut se sauver de la peur, on peut se sauver par soi-même, et non pas par un autre qui est Dieu, mais par ses propres forces, et non pas par la foi, mais par la raison. C'est ça la vraie différence. Au fond, les grandes philosophies sont des doctrines du salut, les grandes religions aussi, mais les grandes philosophies sont des doctrines du salut sans Dieu, des doctrines du salut laïque. Parenthèse, ça pose la question du statut de la philosophie chrétienne, de la philosophie musulmane, de la philosophie juive. Je laisse cette question de côté, peut-être on y reviendra, mais fondamentalement, les grandes philosophies sont d'abord et avant tout des doctrines du salut sans Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi, dans toute la tradition chrétienne, par exemple, si vous lisez les magnifiques confessions de saint Augustin, mais aussi bien si vous lisez Pascal, toujours les philosophes sont décrits comme des prétentieux. Par exemple, saint Augustin, lorsqu'il parle des philosophes, il dit toujours « vous les superbes ». Superbes, dans le langage ancien, ça veut dire « vous les orgueilleux, les prétentieux, les vaniteux ». Pourquoi ? Parce que les philosophes prétendent s'en tirer par eux-mêmes, se sauver des peurs par eux-mêmes et par les moyens du bord, comme on dit, par les forces de la raison, au lieu que la vertu chrétienne, c'est l'humilité, c'est s'en remettre dans la main de Dieu et faire confiance. En latin, fides, la foi, ça veut dire aussi la confiance. Eh bien, les philosophes n'ont pas confiance, ou plutôt, ils préfèrent se faire confiance à eux-mêmes, voilà l'arrogance, plutôt que de faire confiance en Dieu. Il y a là quelque chose qui sépare, dès l'origine, la philosophie grecque des grandes religions. Quatrième remarque, avant d'entrer cette fois-ci dans le vif du sujet, dans toutes les grandes philosophies, sans aucune exception, et ça vaut aussi pour la philosophie contemporaine, ça vaut pour Nietzsche, ça vaut pour Heidegger, dans toutes les philosophies, il y aura trois interrogations fondamentales, trois questions fondamentales, trois axes de réflexion. Premier axe, ce qu'on appelle la connaissance, ce que les Grecs ont appelé la théoria. Il s'agit de se demander à quoi ressemble le monde dans lequel nous allons vivre, c'est-à-dire, pour employer une métaphore sportive, à quoi ressemble le terrain de jeu de l'existence humaine. Les philosophes ne posent pas des questions scientifiques. Les premiers philosophes, les Grecs, ils se demandent plutôt à quoi ressemble le monde dans son ensemble. Par exemple, est-ce qu'il est beau ou laid? Est-ce qu'il est ordonné ou au contraire chaotique? Est-ce qu'il est compréhensible ou au contraire mystérieux? Est-ce qu'il est favorable ou au contraire est-ce qu'il est hostile? Merci, jeune fille. Et il se pose donc des questions sur le terrain de jeu, encore une fois, le terrain de jeu de l'existence humaine, où nous allons vivre, où notre existence va prendre place. À quoi ressemble ce monde? C'est la question de la connaissance. Si j'avais le temps, je vous montrerais pourquoi c'est là que se fait la différence entre théorie philosophique et théorie scientifique. Au fond, les théories scientifiques, elles s'intéressent à des objets particuliers. La biologie s'intéresse à l'être vivant, la physique à la matière, l'astronomie aux astres. Les philosophes ne s'intéressent pas à des objets particuliers, ils se demandent quel visage a le monde, à quoi il ressemble. Deuxième question, c'est la question des règles du jeu que nous allons vivre ensemble. Les règles du jeu, c'est la question de la morale ou de l'éthique. Je ne ferai pas de différence entre les deux termes. Donc, question de la connaissance du monde, question de la morale, donc question du terrain de jeu, question des règles du jeu.
puis troisième question, c'est la question du but du jeu, de la finalité du jeu. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait là? Quel est le sens de la vie humaine? Et c'est dans ce troisième terrain, dans cette troisième sphère d'interrogation, que va se loger la doctrine de la sagesse, c'est-à-dire la doctrine du salut. La finalité de la vie humaine, la finalité de toute éducation, c'est de parvenir à la sagesse. Et la sagesse, ça n'est rien d'autre que le salut, au sens où la sagesse nous permet de vaincre les peurs. C'est ça le but de l'opération. Je pense qu'aujourd'hui, les réponses apportées par les Grecs ne sont plus les nôtres. Il n'empêche, nous avons plus que jamais besoin de ce que j'appellerais une sagesse des modernes, une spiritualité laïque. Si vous êtes croyant, c'est peut-être pas la peine de faire le détour par la philosophie. Après tout, la religion suffit. Mais si vous n'êtes pas croyant, alors il faut y aller voir du côté de la philosophie. Et je pense que la grande question de la philosophie contemporaine, ce n'est pas les questions politiques, ce n'est pas les questions de société, tout ça est très important, mais les sociologues s'en occupent beaucoup mieux que les philosophes. La vraie question de la philosophie contemporaine, c'est la question, je dirais, de la sagesse des modernes ou de la spiritualité laïque. Et je voudrais vous y rendre sensible. Réfléchissez à ça. Parce qu'aujourd'hui, on confond à tort, trop souvent, morale et spiritualité, morale et doctrine du salut, morale et sagesse. En deux mots, qu'est-ce que c'est que la morale? Fondamentalement, la morale, en quelque sens qu'on l'entende, c'est le respect d'autrui. Autrement dit, aujourd'hui, en gros, la morale commune, c'est les droits de l'homme ou quelque chose comme ça. Imaginez que vous ayez une baguette magique, comme un magicien. Et imaginez que vous puissiez faire en sorte que la morale des droits de l'homme, la morale kantienne, peu importe, la morale démocratique, humaniste, elle soit parfaitement appliquée partout. Vous voyez votre baguette magique, la morale est appliquée partout, ça y est. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de massacre, il n'y a plus de génocide, il n'y a plus de viol, il n'y a plus de vol, chacun s'écoute parler, tout le monde respecte les autres, c'est formidable. Juste réfléchissez à ça. Même si la morale la plus parfaite qui soit était aujourd'hui parfaitement appliquée, ça ne vous empêcherait pas de vieillir et d'avoir des cheveux blancs ou de prendre du ventre. Ça ne vous empêchera pas d'être malheureux en amour, d'être trompé par votre femme ou votre mari, ou d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Ça ne vous empêchera pas d'avoir un cancer ou une maladie grave, ou de voir mourir un de vos enfants. La morale n'a rien à voir avec les questions métaphysiques de fond. La morale n'a rien à voir avec la spiritualité. La morale n'a rien à voir avec la sagesse. Les grandes questions existentielles sont les questions qui tournent autour des interrogations du type « à quoi ça sert de vieillir ?» Ce n'est pas une question morale. Que faire du deuil d'un enfant ou d'un être aimé? Qu'est-ce que c'est que l'éducation d'un enfant? Ce n'est pas simplement lui apprendre à dire bonjour et merci, c'est beaucoup plus que ça. Autrement dit, la morale est très importante quand elle n'existe pas et qu'elle n'est pas appliquée. La morale n'a aucun intérêt dès lors qu'elle est à peu près là. Et là commencent les vraies questions de spiritualité. Et je pense que le défi de la philosophie contemporaine, c'est au fond de trouver l'équivalent contemporain de ce que les Grecs avaient trouvé dans leur univers cosmique.